Benoît Misando, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis originaire de Saumur, j'ai grandi à Saumur, j'ai atterri à Angers et aujourd'hui, je suis responsable de deux entreprises, une qui est basée à Tiercé, que j'ai racheté il y a 7 ans, où on fabrique et on met au point, on modifie des moules pour l'injection plastique, Ouais, en pleine métallurgie, et une deuxième basée à Bushman, créée il y a 3 ans, où on fait de la prestation de soudure laser. ok. C'est quoi la soudure laser? La soudure laser, c'est un procédé de soudure qui permet de souder en chauffant très modérément, qui a des vertus qu'ont pas forcément les autres procédés de soudure, donc des applications très particulières. Notamment, on peut amener des aciers trempés sur un acier trempé sans l'altérer thermiquement. Ça permet de souder sans déformer, ça permet de souder des alus, des fontes, etc. Enfin, ça a beaucoup de vertus. Ça existe depuis longtemps, la soudure laser? Je dirais une vingtaine d'années, mais très peu démocratisé. Pourquoi? Très fermé au monde du moule. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'on utilise beaucoup d'acier trempé, je suppose, et il y avait des problématiques. Ça a répondu à des problématiques vraiment à la profession. Ok. Et pourquoi? Je pense réellement par manque de communication. Du coup, tes clients, c'est que des personnes du moule aujourd'hui? Beaucoup. C'est rentable? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Ouais. Les candidats sont pas là parce qu'il n'y a pas de formation. C'est un métier qui n'existe pas. Pas de formation. En soudure laser ou très peu. Quelques fabricants de machines font des formations. Moi, j'ai fait le choix de la concurrence, ils n'en font pas, Tu t'es formé comment, du coup? tout seul. J'ai eu une formation à ma machine, à l'investissement de la première, à la machine, au basique de la soudure, mais la soudure pure et dure, je l'ai appris tout seul. Du coup, tu formes les salariés que tu recrutes. Hmm. Bah, j'ai la chance d'avoir embauché quelqu'un sur la structure qu'on a créée il y a 3 ans, déjà formé et très performant. Voilà, et sur ma première structure, ouais, j'ai formé une jeune soudeuse. Ok. Et ta vision de la crise du Covid, là, sur le secteur de la sous-traitance industrielle, c'est quoi? Bah, du coup, c'est compliqué. J'ai deux structures avec des problématiques exactement inverses, donc sans avis. C'est quoi les problématiques? Depuis le Covid, Ouais. les recrutements, les appros, le boulot, enfin, de manière globale, tout est désorganisé chez nous, chez nos clients, chez nos fournisseurs, et on subit. Et pour toi, c'est à cause de quoi? Je l'explique pas, je le subis. Le recrutement, t'as bien une idée? Le recrutement, bah, les profils sont rares. On a des métiers qui ont été, je pense, assez dévalorisés pendant des années. Du coup, on a peu de candidats, quoi. Concrètement, on arrive sur des cycles où il y a des grosses vagues de départ en retraite, très peu de jeunes formés, et on a du mal à recruter, quoi. Il y a des formations pour... Oui, mais ça attire pas encore énormément. C'est resté à mauvaise connotation, l'industrie, de manière globale. On m'a toujours inculqué le fait que si je travaille pas bien à l'école, j'irai à l'usine. Voilà. Et je pense que ça reste un peu dans les mœurs et on a des métiers complètement méconnus. Enfin, aujourd'hui, on parle d'usinage, de fraisage ou quoi. Un jeune de même 18 ans, il y a peu de chances qu'il sache ce que c'est, quoi. Je suis intervenu à un collège il y a 2 3 mois là, par la chambre de commerce. Ils n'avaient jamais entendu parler d'un copeau, d'une fraiseuse. Enfin, c'est vraiment des métiers méconnus. Je pense que on n'attire pas les jeunes par méconnaissance, quoi. Et quand tu leur as présenté ce que c'était, leur retour, ça a été quoi? Est-ce que ça paye bien? Forcément, bah, ça les intrigue aussi, hein. Enfin, et je sais pas si j'ai fait des convaincus, mais j'ai essayé en tout cas. Mm. Et tu disais qu'il y avait des problématiques d'approvisionnement, tu peux détailler un petit peu? Bah alors nous, on l'a pas trop subi. Moi, j'ai des fournisseurs assez fiables sur mes aciers et standards, qui ont des gros stocks, etc. C'est des grosses machines.
On l'a vécu par le biais de nos clients qui ont eu énormément de problèmes d'approvisionnement sur les matières plastiques, parce qu'on en est dépendant aussi. Donc quand ça ne produit pas, ça ne développe pas, ça ne casse pas, ça ne modifie pas, donc on est indirectement pénalisé, quoi. Les secteurs les plus touchés avec ta vision, c'était lesquels? Automobile et aéro. Ça a rebougé depuis? Un peu sur des automobiles, on va dire sur des développements. Aéro, ça reprend un peu plus. Et après, on passe du rien au tout, donc ça désorganise tout. Enfin, du coup, ça fait des surcharges. On le voit chez nos confrères. Nous, on est peu aéro, on est peu automobile, on était un peu moins impactés. Mais on le voit chez les confrères qui n'ont rien eu depuis, qui n'avaient pas énormément de travail depuis 2 ans, qui se retrouvent en surcharge complète, mais du coup, avec un manque d'effectifs. Enfin, ils n'arrivent plus à fournir, quoi. Aujourd'hui que le boulot est revenu. Et la guerre en Ukraine, ça a un impact sur le business aussi? Alors pour le moule, oui, on va pas se cacher. Bon, il y a énormément de, on est énormément au quotidien en concurrence chinoise. Aujourd'hui, la Chine fait peur. Le premier atelier, on va dire, du moule européen, c'est le Portugal, qui est complètement saturé, donc qui n'a pas des délais convenables. Donc on pense à relocaliser un peu plus. Donc pour nous aujourd'hui c'est bien là, depuis là, on va dire depuis même un petit peu avant la guerre là, depuis la rentrée c'est mieux quand même. Pourquoi les gens ont peur de refaire produire en Chine? En Chine, bah, ils ont été pas mal pénalisés pendant le Covid, notamment par les transports, les confinements assez stricts. Les commandes n'arrivaient pas, c'est ça? C'est ça. Ça t'arrive d'être en concurrence avec des Chinois sur des demandes clients? Alors oui, oui, oui. Peu en général, on essaie de cibler on va dire des technicités qui partent pas trop, des surmoulages, des bimatières, des moules un peu plus complexes, on va dire, en fabrication et en mise au point, parce que la mise au point, on a vraiment besoin d'être en local, quoi. Enfin, on injecte les pièces plastiques, faut être comment dire, faut être présent pour toute cette partie de mise au point, quoi. Ça se fait souvent en territoire, hein. Et quand les personnes achètent des moules en Chine, les Chinois, ils viennent en France pour Non, tester les moules? ils testent, ils mettent au point chez eux, ils envoient le moule, après au client d'avoir confiance pour réceptionner un moule conforme. C'est beaucoup moins cher? Aujourd'hui, je pense pas. Bah après, du coup, j'en achète pas. Moi, j'en fabrique en France, donc et je suis mou français. C'est beaucoup moins cher, non, je pense pas. Les marges s'amenuisent, les transports ont explosé. Concrètement, un bon moule chinois aujourd'hui, je pense que ça vaut le prix d'un bon moule français. Pourquoi pas le relocaliser? Mais je sais pas. C'est un métier qui est connu en France. Il y en a beaucoup des moulistes. Alors, on est quelques-uns. Après, c'est des pôles. Il y a un pôle région Oyonnax, où il y a énormément de moulistes et d'injecteurs. Il y a un pôle gravitant autour d'Angers. De la même manière, ça s'est développé. Ouais, on va dire, je pense que c'est ouais, les deux pôles majeurs. Bah, après, je parle de région angevine, hein, ça pousse en Bretagne, etc. Vendée, ça gravite autour, mais je pense qu'on a deux pôles quand même assez forts français. Pour qui, pourquoi, par contre, j'ai pas l'historique, hein. Tu gagnes combien? Moi, 3 000 euros Malgré tes deux entreprises, tu gagnes que 3 000 euros. Brut, net, net. chargé. Mm. Moi, ça me va bien, j'ai un train de vie qui me convient, enfin, je m'éclate, ça me va. Pourquoi tu dis que tu t'éclates? Parce que techniquement, c'est comment dire, on en apprend tous les jours, quoi. Je m'ennuie pas, il n'y a pas de monotonie. Enfin, depuis Covid, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres emmerdes, voilà, je vais être cash. Il y a d'autres emmerdes, c'est un peu plus énergivore. Par contre, j'aime ce que je fais. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté en tant que dirigeant? La gestion du personnel. Même si j'ai une bonne équipe, jeune, fiable, aujourd'hui c'est mieux que ça a été. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le rôle de dirigeant, c'est la partie la plus compliquée. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ça fait intervenir énormément d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Je veux dire, si je veux quelque chose de fiable, bah, j'achète la dernière machine, c'est pas compliqué, hein, de lever un financement, de rentrer une machine fiable qui tombera jamais en panne, etc. Un salarié, on peut former le meilleur du monde. Il y a énormément d'éléments, je veux dire, personnels, professionnels, il y a une équipe, il y a une structure, etc. C'est des éléments qu'on peut pas maîtriser, quoi. Enfin, Tu sais ce qu'on dit sur les salariés. S'il y a un problème, c'est forcément la faute du dirigeant. hum, Soit il a fait une erreur de casting, soit il a fait une erreur de management. hum, possible. Vous votez pour qui au deuxième tour Macron, et au premier? Macron, T'avais voté pour lui en 2017? ouais. Pourquoi? Je sais, ouais, je sais plus trop. Enfin, moi, ouais, j'y croyais. Après, cette année, j'ai voté pour lui parce que je pense que bah, il a eu un mandat un peu compliqué. Il y a beaucoup d'événements qu'il n'a pas maîtrisés. Après, j'aime pas trop parler de politique, moi, mais je vais le faire quand même rapidement, hein, sans rentrer dans le détail. Je pense que bon, on lui reproche beaucoup de choses. Il a fait des choses bien, et je pense malgré tout ouais, qu'il a été bien pénalisé dans son mandat, quoi, par les événements. Tant que ça, puisqu'il a été réélu. Ouais, Comment tu manages du coup au quotidien, si c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un dirigeant? moi, c'est beaucoup de feeling. Je suis avec mes gars en atelier, je suis au manivelle avec eux. Voilà. Alors de l'exemple, Oui, et puis s'il y a des galères, on les traverse ensemble. S'il y a des succès, on les a ensemble. Enfin, je travaille comme ça. Ouais. Et je fais beaucoup confiance. Moi, j'ai un management confiance. parce qu'ils sont compétents. Ils sont compétents et je pense que ça les valorise, ça les responsabilise aussi. Ils sont meilleurs que toi, techniquement, Oh oui, ah oui, tous. oui. Tous, ouais. En fait, c'est aussi une difficulté. Nous, on cumule énormément de métiers. Il y a quoi comme métier? Bah, typiquement sur la partie moule, donc on a de la soudure laser, on a de l'érosion, on a du dessin en bureau d'études, on a de la programmation, du fraisage. Je parle d'érosion, on a plusieurs technologies d'érosion, on a de la rectification, du tournage, de l'ajustage, du polissage. Concrètement, on a beaucoup de polyvalence, hein. On n'a pas un profil par poste, donc on cumule beaucoup de techniques, beaucoup de savoir-faire. Tu penses que le moule, c'est un métier qui a de l'avenir? Alors oui, ça c'est certain. Du plastique, on peut en dire ce qu'on en veut, on en a besoin, on en aura toujours besoin. Ça, j'en reste persuadé. Il y a moyen de produire du plastique intelligemment en tout cas. Le moule, nous on a des métiers, nous en fait on a une particularité, c'est qu'on a une carte où on développe des moules, on conçoit, on fabrique, on met au point nos moules, et on a une grosse carte où on fait de la mise au point, réparation, modification. Donc c'est des moules qui arrivent d'Asie, c'est des moules qui arrivent du Portugal, etc., de l'étranger. On travaille, ou de France, enfin il y a des moules français, là j'en ai un tout neuf qu'on met au point, un moule d'un collègue. On a des moules arrivés qui ont 30 ans, 15 millions de cycles, où on les remet à neuf, on nous l'amène cassé en quatre, on n'a pas de plan. Enfin, on travaille vraiment de l'acier pour analyser, proposer des solutions, budgéter des réparations, des réfections à neuf, etc., quoi. Refaire des pièces de rechange, modifier. Enfin, on part vraiment de l'acier pour travailler la majorité du temps. Et ça, c'est un savoir-faire. Et en fait, quand je pense qu'on a de l'avenir, c'est qu'on a en France, en tout cas dans notre région, c'est celle que je connais le mieux sur ce business-là. Il y a des gros parcs d'outillage aujourd'hui où il y a ces besoins. C'est des moules qui sont en vie série hein, pour encore quelques années ou dizaines d'années. Et bah, on est là pour les entretenir et les maintenir à flot. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un regain de vitalité de l'industrie française depuis 2 ans? Est-ce que le Covid, ça n'a pas fait du bien à l'industrie française? Moi, je pense pas. J'y ai cru. J'y ai énormément cru début Covid où on a eu des consultations de nouveaux clients. On est patriote, on va rapatrier nos activités parce que nous aujourd'hui on fait que de la Chine, etc. Et c'est un discours qui tient jusqu'au chiffrage à peu près. Non mais faut être, voilà, je vais être transparent. Mais j'ai beaucoup cru, hein. C'est vrai qu'on a eu un gros élan
on va rapatrier, etc. Et malheureusement, dès que ça s'est rouvert, c'est reparti, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé du plan de relance avec le ruissellement par le haut? Je pense que c'est une bonne chose, ça a permis de remettre des parcs à flot. Moi, j'en ai bénéficié, en transparence. Ça a permis de favoriser les investissements, Ouais. sans mettre, de regagner en compétitivité, quoi, tout simplement. Donc, du coup, tu me dis que l'industrie a pas un regain de vitalité, mais en même temps, tu dis que le moule a de l'avenir. Ouais, mais ça n'a pas un regain de vitalité, c'est encore instable. Nous, on a vécu un Covid très mou dans la profession. Je pense que c'est assez général, hein. Je parle pour ma structure majoritairement parce que je la connais mieux que les autres, mais j'ai quelques confrères avec qui on a des relations où on a vécu 2 ans assez mou, il n'y avait pas de développement, peu de production, donc on a tourné au ralenti pendant ouais, quasiment 2 ans. Là, depuis janvier, c'est bien. Pendant combien de temps, on ne sait pas en fait, c'est un peu l'inconnu, quoi. Depuis 2 ans, on vit sans trop de vision, sans deadline. On ne sait pas quand ça va rentrer dans l'ordre, quand tout va se recaler, donc ça va prendre avec des pincettes, quoi. Généralement, tu as un pipe de combien de temps dans le moule? J'arrivais avant Covid à avoir 3, 4 mois de vision. Là, tu as combien? Là, on a 2 mois quand même. On a retrouvé une vision pas trop mal, quoi. Et sur le laser? Sur le laser, on n'a pas de vision. C'est que du service. Ça rentre, ça sort. En majorité, on a quelques chantiers avec un peu plus d'échéance. C'est assez rare. Comme on fait du service, ben, on est appelé, c'est que l'urgence. On gère que des feux. Tu as combien de salariés en tout sur tes deux structures? 7, 8, je sais jamais. Tu te comptes dans les 7 ou 8? Oui, 8, je crois, avec moi. C'est quoi ta plus belle réussite, Benoît? Je sais pas. Je sais pas. Réfléchis. Réfléchis. Aujourd'hui, il y a une réussite dont je suis assez fier. Bon, ma première structure, je l'ai rachetée il y a 7 ans. C'était une reprise. C'était un beau challenge que j'ai relevé. Enfin, et j'ai aucun regret. Une belle réussite, je pense que c'est la deuxième en création, du coup. La première, je l'ai adoptée, là, je l'ai créée, et c'est différent. Enfin, c'est un peu plus pétillant, enfin, c'est différent. Il y a des choses que, euh, comment dire, euh, sur une reprise, on s'adapte. Sur une création, on fait vraiment à sa main, quoi. T'as quel âge, Benoît? Je vais prendre 35 ans, très bientôt. T'es marié, t'as des enfants? Oui, 2 enfants. Ils ont quel âge? 4 ans et demi et 2 ans, Et t'arrives à les voir quand même un petit peu? un petit peu. Tu bosses combien de jours sur 7? 5. C'est un luxe pour un dirigeant. Oui. Je fais des grosses semaines, mais je prends mes week-ends. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter en tant que dirigeant? Oui, il y en a plein. T'as quoi en tête? J'en sais rien, on peut en faire tous les jours. On va en donner deux ou trois? Des erreurs à éviter? Ouais. Que t'aurais fait, dont t'as tiré le son? Je sais pas. Se faire influencer. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien avoir des conseils, mais j'aime bien prendre mes décisions. Je dis pas que c'est les meilleures, mais au moins, quand j'ai pris ma décision, tout seul comme un grand, je l'assume. Ok. Et comment tu fais pour t'informer sur ton métier? Eh ben, salon, il y a des petites revues techniques, enfin, on fait un peu de veille. Ouais. Après, on a des fournisseurs qui sont assez présents sur terrain, nous présenter dès qu'il y a des nouveautés, des choses comme ça. Est-ce qu'ils donnent des nouveautés réalisées, pas des
des prospectives sur ce qui va se passer plus tard. Non, mm, c'est surtout technologique, quoi. Des passions? Oui, mais j'ai pas beaucoup de temps pour mes passions. Mécanique, enfin, je suis pas trop sport, moi, je suis très bricolage, gros œuvres, mécanique. Ouais. Tu t'arrêtes jamais. Non, Tu fais quoi en ce moment en mécanique? rien. Je suis sur d'autres projets, j'ai pas trop le temps. Mais j'en ai plein. Là, j'ai 2 chevaux dans le garage, ruinés, sortis de grange à retaper. Qu'est-ce que tu penses de la formation en Pays de la Loire sur les métiers autour de la sous-traitance industrielle? Ben, on est sur un pôle où il y en a quand même, il y a quelques organismes. Euh, on compte beaucoup, en tout cas dans la profession, sur le nouveau centre qui est en train de se monter à l'UIMM. Voilà, donc si je me trompe pas, les premiers apprentis vont rentrer en septembre. Donc on aura des candidats fin 2024 en fait, qu'on souhaite opérationnels. Combien? Ben, je sais pas, je crois qu'ils ont. Je vais peut-être dire des bêtises, il me semble que c'est 200 places. Donc ça fera 200 personnes en 2024. Si elle est recrutement. Je trouve que c'est à la hauteur des enjeux quand on entend Macron et les membres du gouvernement dire que l'industrie c'est l'avenir. C'est toujours trop peu, il y a énormément de postes à pourvoir. Après, faut rester réaliste et on sait que ça se fera pas du jour au lendemain, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui va l'empêcher? Mais je sais pas, s'il y a 10 000 postes ouverts, on va pas former 10 000 personnes en même temps. À l'échelle de la France? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand on voit le taux de chômage, on pourrait bien trouver 10 000 candidats. Ah oui, sûrement. Sûrement. Tu as vécu des reconversions dans ton métier, des personnes qui sont arrivées d'un autre métier que tu as embauché et formé? Alors j'en avais. J'ai l'exemple de mon responsable d'atelier qui était en poissonnerie et qui avait pris à l'époque un poste où il a pris sur le tas des rôdeurs. Et maintenant il est responsable. Bah maintenant, il est à la retraite. Il est parti il y a 3 ans, mais ouais, il a fini responsable d'atelier. Un très bon technicien. Et en soudure laser? En soudure laser, oui, bah, que tu connais, Alexandre était en électrotech ou en électricité, ouais. Et c'était une reconversion professionnelle, je crois. Et il avait appris à souder quelque part ou il est venu te voir en te disant ça a l'air marrant ce que tu fais dans ton garage, tu peux m'apprendre? Non, il a été formé en fait par un confrère en soudure laser. Où il a fait, il me semble que ça s'appelait un contrat de professionnalisation, où on lui a appris la soudure, il a été embauché, et bah, il a pratiqué derrière quelques années avant que je l'embauche. Tu as été voir un collège pour présenter ce que tu fais. J'ai été sollicité pour présenter nos métiers, donner envie de l'industrie à des jeunes, et puis là, encore une fois, la promouvoir, parce que tant qu'elle sera méconnue, on ne recrutera pas. Mais toi, tu seras plus là quand ils seront formés et compétents. Peut-être, mais faut penser à la suite. Comment elle le vit ta femme que tu sois dirigeant d'entreprise? Plutôt bien, enfin, après je pense que bah, elle a un rythme aussi assez soutenu pour son activité à elle. Le cumul des deux, plus les enfants, ça devient sport. Et tu nous as dit que tu n'aimais pas le sport en plus. C'est ça. Pourtant, on n'arrête pas de courir. C'est quoi le dernier film bien que tu as regardé? Je regarde pas trop de films. Ou une série? Une série, une que j'ai beaucoup aimée, c'est Peaky Blinders. Ok. Ouais, Qu'est-ce que tu as aimé dedans? tout. Le son, c'est bien joué, l'histoire est sympa. Enfin, Et en plus, il y a de l'industrie dedans. c'est ça, c'est ça. Presque de la pub. Hmm. Tu bouquines? Non, Pourquoi? j'ai pas le temps. Un dirigeant, il peut dire qu'il n'a pas le temps. Hmm.
J'ai pas le temps et c'est pas une grande passion. Ça n'a jamais été trop ma tasse de thé, hein. J'étais pas trop bon élève. C'est quoi ton parcours? Ouais, j'ai fait un bac scientifique. Derrière, j'ai pris un BTS en alternance en plasturgie. Et, et je suis parti bosser. T'es parti bosser où? Alors, j'ai fait mon alternance dans un centre d'essai en injection. Et j'étais embauché derrière. J'hésitais à continuer en fait et on me proposait un poste sortie d'école, donc j'ai embrayé. Et comment ça t'a amené à racheter une boîte? T'avais ça en toi? Ouais, alors je voyais ça, donc j'ai bougé, hein, j'étais assez gourmand techniquement, enfin, donc j'ai bougé, j'ai un peu bougé en tant que salarié. Après, je voyais m'installer pour mes 35 ans. Et là, je les prends dans 15 jours, ça fait 7 ans que je suis installé. On m'a proposé, l'ancien dirigeant et créateur d'AMO m'a proposé sa boîte et au final, j'ai pris le train en marche et j'ai pas de regrets. Tu t'es endetté? Oui, T'as remboursé? oui, presque. J'ai ma dernière échéance en octobre. Hmm. Ça te faisait peur le risque? Non. Et maintenant ça te fait peur? Non, c'est différent en fait. Aujourd'hui, avec ce qu'on a traversé, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Et ça fait réfléchir quand même. C'est différent. Je serais moins, comment dire, moins impulsif que j'aurais pu le faire avant. Plus réfléchi. Plus réfléchi. C'est ça. Parce que t'as quand même créé une entreprise il y a pas longtemps. Hmm. Je suis en train d'en créer une autre. C'est le coup de com', j'en De profite. manière réfléchie ou de manière... De manière réfléchie, c'est une nouvelle aventure. Ok. Hmm. Elle sera opérationnelle quand cette entreprise? La semaine prochaine. Ah oui, c'est demain. Hmm. Et ça fait quoi? C'est de la réparation électronique automobile. Logique. Logique. Et donc tu vas recruter pour cette entreprise? Ouais, je pense, ouais, je vais la démarrer tout seul et puis je pense que ça va rapidement faire des embauches. C'est le souhait en tout cas. C'est comme ça que tu as démarré l'entreprise de soudure laser? Hmm. Bah, aujourd'hui, il est toujours tout seul. Si j'avais opportunité de recruter, je le ferais. Demain, on est quasiment certain que ça passe par une embauche d'un candidat qu'on sent bien, sur lequel je vais miser en formation. Et c'est un candidat qui sera opérationnel dans 1 à 2 ans, quoi. Ah, 2 ans de formation. Ouais, au bout d'1 an, je pense qu'il sera assez autonome, mais vraiment pour être. On est assez perfectionniste, hein, on est sur des exigences assez élevées sur les sorties. Donc, ouais, je pense que vraiment pour avoir un candidat assez optimum, moi, c'est un bon 2 ans. Parce qu'il n'existe pas de formation. C'est ça. À part par les fabricants de machines. Mm. Donc son parcours de formation, ça va passer par le fabricant de machines. Non, Pourquoi? parce qu'on pourra lui apporter au moins la même chose. Mm. C'est le fabricant de machines, si vous voulez. Moi, je l'ai eu la formation, hein, quand j'ai acheté ma première. C'est l'utilisation de la machine, c'est maintenance de premier niveau, et puis on apprend à paramétrer dans les grandes lignes. Voilà, on tire trois cordons, hein, c'est Et ça coûte combien, deux. la formation? Ouais, je sais même plus. Ouais, c'est des forfaits à la vente, à l'achat d'une machine, si vous Et ta vision pour du coup ces 3 entreprises là que tu as, voulez. Mhm. pour dans 5 ans, ou même dans 3 ans, ça donne quoi? Ça donne quoi? Bah, ça développe, ça embauche, c'est le souhait en tout cas, hein, de tout dirigeant, je pense. Ben, moi, j'aime pas trop stagner. Voilà, donc soit on vivote, soit on développe. Moi, je suis plutôt en phase développement, donc c'est ce que je cherche. Mais développer, ça veut pas dire grand-chose. Bah si,
Tu veux dire quoi par développer? Bah, développer, ça passe par des recrutements, parce qu'il faut des ressources, des investissements. Voilà, c'est un global, quoi, des rentrées de clients, de business, etc., quoi. Des commerciaux aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, on travaille principalement, c'est du bouche-à-oreille. Ok. Et si tu te mets à faire du commercial, il se passe quoi? Bah, je pense que ça bouge un peu plus vite. Ça accélère le processus. Donc, pour développer, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est ça. Ok. T'as un conseil pour les futurs dirigeants? Éclatez-vous. Faites-vous confiance. Merci Benoît. De rien. À bientôt. Salut.